Yves Saint Laurent Beauté présente Désir, un podcast qui fait résonner les voix des femmes qui expriment leur audace, transgressent les codes et assouvissent leurs désirs. Des femmes qui revendiquent une vision assumée de leur féminité. Parce que la beauté Yves Saint Laurent est une déclaration d'indépendance radicale, sans compromis. Écoutez leur voix. Le plaisir, beaucoup de chaleur, beaucoup de... Justin Timberlake. Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville. Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamisé, c'est bien. Le matin, en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce elle m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. Qu'est-ce qui nourrit le désir ? Comment dévorer la vie, à pleine bouche et à pleine main ? Manger et faire l'amour, on n'a rien trouvé de mieux pour couper le mental et s'ancrer en soi. J'aime beaucoup cette phrase de l'anthropologue David Le Breton. La gourmandise comme l'érotisme nous reconnecte à notre ventre, à notre corps, à l'incandescence de notre sensualité. Jouir de la vie, libérer sa créativité, affirmer sa singularité. Et si tout cela se gagnait aussi bien au lit que dans l'assiette ? Je suis Dalila Kershouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, je vais cuisiner la chef Angèle Ferremact. Angèle, tu as 29 ans et tu incarnes cette nouvelle génération de femmes chefs qui s'imposent dans les grands restaurants. Naturopathe de formation, tu inventes une cuisine qui a le souci du corps. Tu nous fais croquer des fleurs et des graines avec le sourire. Avec toi, on a envie de devenir gluten-free, vegan, bio. On te surnomme la reine de la healthy food à Paris. Tu as créé ton entreprise de traiteur bio et détox, la Guinguette d'Angèle, à Paris dans le 11e, appelée aussi sur de nombreux showrooms. Et tu composes aussi chaque dimanche le brunch gourmand et healthy de l'Alcazar, à Paris dans le 6e. Bonjour Angèle. Bonjour Dalila. Angèle, tu es l'arrière-petite-fille du galeriste et marchand d'art Aimé Mact. Tu passes ton enfance à Paris, rue Daguerre, et aussi dans la ferme familiale du côté de Grasse. Tu grandis dans le beau et le bon, entourée de passionnés d'art, de cuisine et de nature. Petite fille, qu'est-ce qui a nourri ton appétit de vivre ? Alors, la nature avant tout, exactement comme tu viens de le décrire très joliment. J'ai passé énormément de temps dans cette ferme dans laquelle on plantait, on attendait que ça pousse et puis on mangeait. Tu avais les doigts dans la terre ? J'avais les doigts, les pieds, tout dans la terre. Je mangeais même des vers de terre de temps en temps, donc même la bouche en fait. Mais très tôt, j'ai eu ce lien, enfin j'ai eu la chance d'avoir accès à ce lien à la terre et à la liberté aussi, parce que quand on est dans la nature enfant, on se sent, il n'y a pas de barrière. Donc, je pense que ça date de très longtemps. Et ton énergie débordante, est-ce qu'elle vient de là ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est une multitude de choses et un appétit qui n'est pas que culinaire, mais aussi un appétit de la vie. J'ai lu dans une interview que tu gobais des huîtres déjà à 1 an et demi. Oui, ça, ma mère adore le dire, les huîtres, le roquefort, le boudin. J'ai commencé très tôt, à l'âge aujourd'hui où les enfants ne devraient pas manger ce genre de choses. Et quelle était ta place dans ta famille ? Est-ce que tu t'affirmais déjà dans les repas de famille ou pas ? Alors, c'est assez rigolo parce que je suis une fille entre 2 garçons et j'avais un souvenir un petit peu fantasmé de mon enfance et je pensais qu'on exagérait un peu, mes frères et moi, en se racontant des trucs. Et en fait, on a numérisé toutes les vidéos de notre enfance pour l'anniversaire de mon père et on s'est rendu compte qu'en effet, on avait vraiment eu une enfance rigolote et complètement folle. On n'est jamais pas déguisé, on n'est jamais pas en train de faire des bêtises, etc. Donc, je pense que les enfants en général dans cette famille avaient le droit de s'affirmer et surtout d'exister comme ils sont. Parce qu'on est tous les 3 extrêmement différents, on n'a pas du tout fait d'études, été poussés à faire des choses très, très spéciales, mais on a tous les 3 vraiment nos caractéristiques. Donc moi, je m'affirmais vraiment dans la cuisine, oui. J'ai commencé à la faire très tôt et il n'était pas question qu'on me fasse manger des choses pour les enfants. Et le fait d'avoir eu cet accès à la nature, je pense que ça m'a aussi offert la chance d'apprécier le produit vraiment. Parce que comme on le voyait pousser, comme on le plantait, qu'on attendait qu'il mûrisse, etc.,
je voyais l'impact que les saisons, le soleil, la pluie pouvaient avoir sur les aliments. Ils avaient une autre saveur, ils étaient déjà plus précieux à mes yeux. Et aussi, quand on mangeait de la viande, on mangeait des amis, parce que ces poussins qui devenaient coqs et qui se retrouvaient dans notre assiette, je les avais vus grandir et je m'en étais occupée. Donc, j'ai eu ce rapport très tôt de conscience par rapport à la nourriture. Et c'est pour ça que encore aujourd'hui, je mange très très peu de viande, parce que je sais le prix que c'est le prix d'une vie. Donc, je suis pas extrême, mais j'ai la conscience des aliments. Donc, je pense que c'est ça un peu le secret. Et quel type de féminité ta mère t'a-t-elle transmise ? Alors, c'est très particulier parce que ma mère n'est pas du tout fifi. J'avais pas de Barbie ni de jouets de fille quand j'étais petite. En revanche, c'était une féminité tout autre. Donc, évidemment dans la cuisine, même si les hommes chez moi cuisinent beaucoup aussi, mais dans les détails aussi. Et dans le charme, et dans la retenue, et dans le mystère. Elle m'a transmis une sorte de secret que je n'arrive même pas à traduire aujourd'hui avec des mots, parce que c'est quelque chose de très subtil qui caractérise pour moi les femmes aujourd'hui, et ce qui est un peu notre force. C'est cette espèce de petit secret d'art de vivre, de jeu de regard, de jeu de séduction, mais aussi de fidélité, de dévotion. C'est très... alors, je parais complètement soumise quand je dis ça, mais pas du tout, en fait. C'est du féminisme, c'est une force, en fait, cette espèce de douceur. À l'adolescence, Angèle, comment as-tu vécu la transformation de ton corps ? Alors, c'était assez particulier parce que chez nous, on a vraiment appris la confiance en nous très tôt. Il n'y avait pas de complexe, il n'y avait pas de gêne, ni de non-dit, etc. Donc j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité, etc., ma mère m'en parlait très très librement, m'offrait plein de livres sur ce sujet pour les enfants. Enfin bref, ça me titillait pas mal, et j'étais très accompagnée. Donc j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas de non-dit autour de ça. En revanche, j'avais envie d'avoir des seins, j'avais envie d'avoir mes règles, des poils. Alors quand j'ai eu mon premier poil, c'était une sorte de fête pour moi. Mais je précise que tu es blonde. Oui, c'était un poil sous le bras, suite à un plâtre. Donc mais il était très très fêté par moi seule. Hein, mais... Donc je l'ai vécu plutôt paisiblement, mais j'avais hâte. Avec impatience. Avec impatience. Et puis quand c'est arrivé avec aussi des fesses et un corps un peu... c'était pas ce que je fantasmais, évidemment. C'est jamais comme ça. Donc c'était une appréhension, mais je vis la vie comme une expérience, en fait. Tout ce qui m'arrive, j'ai hâte de l'expérimenter. Donc en fait, déjà à l'époque, j'étais contente d'expérimenter un truc nouveau. Est-ce que tu sentais, adolescente, le poids des normes liées au corps, à la minceur, à la beauté, à la mode ? Comment est-ce que tu vivais ça ? Je l'ai senti, alors pas du tout dans ma famille, mais dans les médias et à la télé. Et parce que on est quand même dans une ville à Paris où la mode est extrêmement présente. Et donc, on voit des mannequins, on voit beaucoup de mannequins, on voit énormément ce genre de normes. Et donc ça, pour moi, c'est un petit peu dur. Mais je me suis très vite rendu compte que de toute façon, j'y arriverais pas. Donc il valait mieux que je joue sur autre chose, parce que je ne ressemblerai jamais à une mannequin de toute façon. Même si je m'affamais, j'ai une carrure, une structure, une génétique qui n'est pas du tout celle d'une mannequin. Donc j'ai très vite laissé tomber. Je me suis fait une raison. Donc ça n'a pas été une souffrance pour toi, comme pour beaucoup d'adolescentes aujourd'hui. Ça l'a été un petit peu, mais je l'ai vite chassé. Avec les garçons, ça se passait comment ? Est-ce que tu avais quel tempérament avais-tu ? Est-ce que tu étais plutôt fonceuse ou plutôt timide ? J'étais très amoureuse, très fidèle en amour, en fait, bizarrement. Parce que d'ailleurs, je suis encore aujourd'hui avec mon premier amour. Donc, en fait, j'ai toujours été très fidèle à mes sentiments. Tu vis avec ton premier amour ? Oui, on a un petit enfant. Par quel miracle ? Je pense que j'ai... Je ne sais pas. Je sais pas, en fait. On a eu d'autres histoires.
J'ai vécu d'autres choses, mais au fond de moi, j'ai toujours su que c'était la personne qui me correspondait le mieux depuis mes 13 ans. Donc, il n'y a pas totalement de doute. Et je pense que c'est ça, en fait, avoir confiance en soi et confiance en la vie aussi. C'est savoir que de toute façon, je ne sais pas si c'est spirituel, religieux, le hasard ou pas du tout, mais en tout cas, j'ai confiance et je pense que les choses arrivent. Comment vous êtes rencontrés? Je veux savoir. Alors, c'était le meilleur ami de mon grand frère, et mon grand frère voulait pas du tout qu'on sorte ensemble, etc. Donc, on a été amoureux secrets pendant des années, et puis bon, maintenant, il s'y est fait. Quand même. Tu es scolarisée à l'école alsacienne. Est-ce que ton goût de la liberté vient aussi un peu de là? Bah oui et non. Je pense que 90% de l'éducation, c'est vraiment la famille. Mais cette école que j'aime beaucoup, qui a ses défauts, bien sûr, mais aussi de grandes qualités, notamment par rapport à l'ouverture sur le monde, les voyages, etc., les langues et la musique, les arts en général. Donc pour moi, qui était un cancre total, très très dyslexique, et j'arrivais pas à lire, pas à écrire, enfin c'était pour moi un enfer, le fait de pouvoir briller quelque part, comme dans la poterie par exemple, bah, c'était une chance, parce que ça me permettait de pas être cassée et de pas me sentir trop nulle non plus. Et tu pouvais briller aussi par la cuisine? Déjà, oui, c'est vrai. J'ai commencé très tôt, comme ma mère voyait que j'avais un goût particulier pour la cuisine, et puis j'ai grandi dans une rue à Paris, dans laquelle j'ai mes bureaux aujourd'hui et mon atelier. Qui est la rue Daguerre. Qui est la rue Daguerre. Et donc très vite, j'ai eu accès déjà à cette relation avec les vendeurs, avec les artisans, avec la rue. Ma grand-mère disait le sirop de la rue. Quand on va mal, il faut aller dans les rues, dans les marchés et boire le sirop. Et donc déjà, cette énergie-là m'anime beaucoup, mais aussi avoir accès à des bons produits, c'est extrêmement formateur quand on aime la cuisine. Donc très vite, je faisais mes dîners. Mes parents nous laissaient à la maison le soir, et le jeudi, je faisais des dîners. Donc j'ai fait des gros ratés, comme des navets caramélisés, par exemple. Mais il y avait aussi des très bonnes choses. Et puis de toute façon, à cet âge-là, les copains sont contents, quoi qu'on fasse. Tu avais quel âge? J'ai dû commencer à 14 ans, je pense. Tu cuisinais déjà pour tes copains à 14 ans? Ouais, je cuisinais déjà beaucoup. Et j'inventais des trucs tout le temps. Et ton goût pour la cuisine, j'ai lu qu'il venait aussi de ton père, qui est réalisateur de cinéma. Et qu'est-ce que tu partageais avec lui? Alors, mon père a toujours beaucoup cuisiné. Mon père, c'est très ritualisé, en fait. Donc, le dimanche, c'était les fruits de mer, avec le bruit du Grand Prix qui tournait en rond et des odeurs de cigares. Mais c'était les fruits de mer. Et moi, je lui demandais toujours de me garder l'eau des huîtres quand il les ouvrait. Il me faisait des carafes énormes que je buvais, mais personne ne comprenait mon truc. Mais j'ai toujours adoré boire l'eau des huîtres. Parce que c'était chargé d'iode? Alors à l'époque, je ne le savais pas, j'aimais juste le goût. Mais aujourd'hui, je sais à quel point c'est excellent pour la santé, notamment pour la thyroïde, etc. Donc je pense qu'en fait, le corps est attiré par ce dont il a besoin quand il est sain. Donc à mon avis, comme à cette époque-là, j'avais pas d'addiction au sucre, à ce genre de choses, j'étais attirée par ce qui me faisait du bien. Donc si je suis attirée par le chocolat... T'as peut-être besoin de phosphore ou une petite carence en magnésium. Très vite, Angèle, tu as envie de larguer les amarres. Tu passes ton bac à San Francisco, s'émanciper de ta famille. Pourquoi c'était important pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que j'étais dans un univers très joyeux, très confortable, mais j'étais pas aveugle quand même, et je me rendais bien compte que je faisais partie d'un petit milieu parisien élitiste, et je me disais que c'était un peu dangereux et vital pour moi de voir autre chose, et j'étais très poussée aussi par mes parents, mon père qui a jamais voulu que je sois trop ancrée dans des milieux fermés. Donc j'ai exprimé le désir de partir à l'étranger, et puis ça tombait bien parce que mon école chérie voulait quand même avoir 100% de mention au bac, donc ils se disaient que ce serait pas mal que j'aille voir ailleurs. Donc ils m'ont bien aidée à partir. Et j'ai été prise en essai à San Francisco, et j'ai passé un an génial. Et tu travailles au Ferry Building Market, le célèbre marché bio de Californie où tu vends des yaourts. Tu découvres alors aussi qu'une pomme coûte plus cher qu'un hamburger.
Raconte-nous. Exactement. Donc, à cette époque-là, c'était en 2005. À Paris, on ne parlait pas encore tout à fait de locavorisme, etc. Donc, déjà, le fait de travailler sur un marché paysan, où les paysans venaient eux-mêmes vendre leurs produits le week-end, c'était extrêmement intriguant pour moi. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis toujours, cette espèce de lien à la nature, mais que je devais un peu... dont j'avais un peu honte en ville, parce qu'en fait, le côté fermier, c'était pas sexy. Et là, tout d'un coup, je me rendais compte qu'en Californie, ils avaient réussi à unir ces deux mondes dont je fais partie, en fait. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Et puis, surtout, oui, j'ai été très choquée de réaliser qu'en fait, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent sont presque obligées de mal manger. Parce que bien manger, ce qui est complètement paradoxal quand on y pense, manger un fruit, un légume qu'on peut prendre soi-même, en fait, ça coûte plus cher qu'un produit raffiné, modifié, qui vient de loin. Enfin, donc ça m'a beaucoup interrogée. Je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Et c'est ensuite en Australie que tu découvres la healthy food. Raconte-nous. Alors, je suis partie ensuite en Australie pour rejoindre mon frère aîné qui faisait ses études là-bas et aussi beaucoup de surf. Donc, je me suis dit que j'allais un peu voir... Des surfeurs. Voilà. Et là, je travaillais parce que j'ai toujours quand même travaillé à côté, je travaillais dans des bars à jus. Et à cette époque-là, en France, on n'avait pas du tout tout ça. On ne parlait pas de super food, super aliments, d'açaï, de spiruline. Enfin, tout ça, c'était très, très nouveau. Et donc là, je découvre tous ces produits un peu spéciaux. Je commence à expérimenter moi-même leurs bienfaits. Et puis, c'est dans ma tête encore, la graine continue à germer. Et je commence à comprendre ce que je veux, là où je veux aller, en fait. Et tu en ressentais les bienfaits dans ton corps? De quelle manière? Je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience de se sentir fatigué ou raplapla après le déjeuner, ou au contraire, en pleine forme après avoir mangé quelque chose de sain ou fait du sport. Là, je l'ai expérimenté de façon très directe. Parce que tout d'un coup, on me disait, ça va te donner de l'énergie. Donc je me disais, ah bon? Ah oui, finalement. Quand tu rentres à Paris, Angèle, tu suis une formation de naturopathe. Tu as déjà alors le souci de soigner le corps par l'assiette. Oui, en fait, ça a commencé bien plus tôt, parce qu'entre-temps, quand j'étais encore adolescente, j'étais partie en Inde pour apprendre l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, qui est passionnante. Et cette vision holistique de la santé m'avait déjà, je pense, marquée au fer rouge. Et donc, quand je suis rentrée en France, je suis tombée par hasard sur une naturopathe chez qui je suis allée jeûner je devais rester 5 jours et je suis finalement restée 2 semaines. Et j'ai expérimenté sur mon corps ce qu'était le jeûne. Et en fait, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais une clé entre les mains vraiment précieuse, qu'en fait, on avait en nous la possibilité d'être en bonne santé. Et tout d'un coup, quand on se rend compte qu'on peut vivre et même se soigner sans manger, sans rien, j'étais dénuée de toutes mes peurs, en fait. Le jeûne, pour moi, a été une sorte de grand balayage. Et je me suis rendu compte que ce qu'on nous avait enlevé, en fait, dans nos sociétés, c'était juste la confiance en nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'accoucher de façon naturelle, etc. Parce qu'en fait, la confiance, c'est une clé qu'on devrait donner à tout le monde. Parce que déjà, ça ferait des grandes économies, à mon avis, à la Sécu, etc. Et surtout, ça permettrait aux gens de se sentir mieux. Et donc, le jeûne m'a menée à la naturopathie. Et j'ai commencé donc à faire des études de naturopathie. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu parce que ça a réuni tout ce que j'aimais. En 2012, tu montes la Guinguette d'Angèle, un service de traiteur à domicile, et tu as le souci de proposer des recettes bio et sans gluten. Comment est-ce qu'est née cette idée? J'ai toujours aimé la cuisine et puis j'ai appris ce que c'était que la santé par la cuisine. Et donc tout naturellement, j'en ai fait mon métier. Et au départ, j'allais simplement chez des gens faire la cuisine. Donc on peut dire aujourd'hui, j'étais chef à domicile. Et puis en fait, le bouche à oreille a très bien marché. Donc ça a grandi rapidement. Angèle, avec ton rythme de vie et de travail trépidant, comment est-ce que tu fais pour rester à l'écoute de ton corps et sentir tes limites? C'est vrai que parfois, je manque de sommeil, je me surmène, je grignote, etc. Un peu comme tout le monde, parfois. Et beaucoup de femmes. Oui, énormément.
Et ça, c'est déjà avant tout, je ne culpabilise jamais. je ne pratique pas du tout la culpabilité. Quelle chance! Non, mais je pense qu'on nous fait croire qu'il faut culpabiliser, mais déjà, il faut savoir qu'on est toutes pareilles et qu'on est toutes parfois surmenées. Donc, si je fais les choses, c'est que je me suis mise dans cette situation et c'est comme ça. Donc, le fait de ne pas culpabiliser, je pense que déjà, c'est une vraie clé dans nos vies. Et aussi de respirer. Parfois, je m'arrête et j'ai même pas besoin de m'arrêter dans ce que je fais. Juste, je respire et je pense. En fait, je pratique la pleine conscience, mais de quelque chose qui est tellement habituel, qui est la respiration. Mais ça fonctionne extrêmement bien. Donc, tout d'un coup, je pense que je suis en train de respirer, que mon corps se nourrit de l'air que j'inspire et que j'expire. Et rien que ça me met de bonne humeur. Et en fait, quand tout d'un coup, je prends conscience de ça, je me rends compte aussi de ce qui se passe autour, qu'il y a une petite brise, ou j'entends un petit oiseau, ou je vois une feuille qui tombe. Et ça, c'est des énormes bonheurs, en fait, devant lesquels on passe toute la journée, mais qu'on attrape rarement. En fait, tu réussis à te mettre en résonance avec le monde autour de toi. Oui, c'est ça. C'est ça. Je me mets simplement dans moi-même. Angèle, tous les dimanches, tu composes aussi le brunch de l'Alcazar. Comment tu t'imposes physiquement en cuisine? Dans quelle posture corporelle te mets-tu? Alors c'est très, en tant que femme, c'est très spécial d'être dans une cuisine et surtout d'aller dans un restaurant qui est déjà établi, avec déjà une équipe d'hommes en plus. Donc arriver en tant que petite nana avec tes idées de gluten-free auxquelles ils ne comprennent rien, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est particulier. Et donc, ma position, c'est déjà avant tout de les comprendre et de comprendre qu'à leur place, peut-être que je serais aussi ennuyée. Se mettre à la place des gens, ça permet d'éviter des conflits. Et puis, aussi par l'humour. Parce que je pense qu'avec de l'autodérision, on arrive à beaucoup de choses. Donc, quand ils se fichent de moi, je rigole bien volontiers avec eux parce que je comprends que ça puisse sembler un peu léger comme ça. J'ai pas d'ego là-dessus. Et si on rit de moi, mais je ris bien volontiers avec eux de moi-même. Si au final, on arrive à quelque chose de bien, en fait, il y a que ça qui compte, c'est le résultat. Et quand on travaille dans un milieu masculin, finalement, tout autant que les compétences, il y a le langage du corps aussi qui est important pour s'affirmer. Comment tu fais? J'essaie pas de me travestir comme malheureusement beaucoup de femmes sont obligées de faire en cuisine. C'est-à-dire? C'est-à-dire comme c'est très... Faut faire des gros bruits, faut porter des gros trucs, des grosses casseroles, chaud, oui chef, des trucs comme ça. C'est un peu l'armée et puis il faut se comporter un peu comme un bonhomme, bouger. Moi je vais pas à l'encontre de qui je suis, donc je le fais pas. Donc même si je suis pas non plus toute délicate à la base, donc ça aide aussi. Dans mon corps, je me positionne en fait le plus possible dans moi-même, à l'aise avec moi-même. J'essaie d'être là où je dois être, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. On essaie souvent de se changer parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Mais en fait, si nous-mêmes, on est sûr de nous, personne ne viendra nous le reprocher. Être une femme chef, c'est diriger. Comment est-ce que tu définis le leadership? Comme quelque chose bizarrement de communautaire. J'essaie de consulter mes équipes pour les décisions importantes. De pas trop leur imposer de choses et surtout je leur fais confiance en fait. À partir du moment où je me suis entourée de certaines personnes, donc j'ai une équipe de filles aussi. Ça aide aussi. Ça aide énormément. Je leur fais confiance et j'ai remarqué qu'en faisant confiance aux gens, ils ne nous déçoivent pas. Pour moi, le leadership, ça se fait ensemble. C'est ça, ma façon de voir les choses. Donc tu es une chef qui ne crie jamais? Non, jamais. Ah non, jamais. Déjà, j'ai une équipe très sympa et puis surtout, je pense que encore plus en tant que femme, on a encore plus de travail à faire là-dessus, sur notre langage et notre expression. Parce que un homme qui crie, c'est quelqu'un qui a de la poigne. Une femme qui crie, c'est une hystéro. Donc il faut, on a encore plus de chemin à faire que les hommes là-dessus. En tant que femme, est-ce qu'il t'arrive de te mettre en colère sur des sujets liés à la condition féminine? Il y a certaines choses qui me rendent... la violence faite aux femmes et aux enfants, c'est quelque chose qui peut vraiment
vraiment me rendre dingue. Et c'est peut-être le seul truc qui peut me faire vraiment sortir de mes gonds. Et surtout parce que j'ai une histoire aussi familiale. Ma tante Marie Trintignant est morte des coups de son compagnon. Et donc, elle a laissé quand même 4 orphelins qui se retrouvent face à une justice qui a, d'après moi, été mal faite. Et aussi une maison de disques et tout plein de choses qui essaie de défendre l'indéfendable. Donc pour moi, c'est un sujet qui particulièrement ça, et quand on touche aux enfants, qui est quand même la chose la plus pure et innocente au monde, ça peut vraiment me rendre dingue. Et tu étais proche d'elle? Très proche, oui. Et surtout de mon cousin, de son fils, et puis mon père d'elle, oui, énormément. Et puis Nadine, sa mère, et j'étais avec elle hier soir, c'est pour moi une personne très importante dans ma vie. Donc oui, les violences faites aux femmes, ça te révolte. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Et ça m'est déjà d'ailleurs arrivé d'avoir des problèmes parce que je me suis mêlée de trucs dans la rue qui me regardaient pas du tout. C'est-à-dire une fois, un homme qui était agressif avec sa femme dans la rue, et je m'en suis mêlée. Il m'a insultée, il m'a menacée. J'ai appelé les policiers. Les policiers sont arrivés. La femme n'a pas voulu porter plainte. Elle était en sang. Les policiers sont partis et je me suis fait poursuivre par cet homme et ses compagnons, par exemple. Donc parfois, je me mets dans ce genre de situation, mais il n'est pas question que je change, en fait. Je n'arrêterai jamais de m'insurger devant une injustice. L'affaire MeToo, le scandale Weinstein ont libéré la parole des femmes quasiment à échelle mondiale. Est-ce que toi, tu as vécu de la misogynie ou du harcèlement sexuel dans ta carrière ou ton milieu professionnel? Pas vraiment. Mais tu n'as pas envie d'en parler. Voilà. Non, mais en tout cas, je n'ai pas vécu de gros traumatismes, mais je pense qu'en tant que femme, en fait, malheureusement, on a souvent des histoires. Et la misogynie, comme je te disais tout à l'heure, en cuisine, etc., je réussis à le tourner de façon humoristique parce que je pense que enfin, pour moi, en tout cas, c'est la meilleure solution pour tout gagner. C'est-à-dire que les hommes se rendent compte qu'en fait, ils sont un peu cons de faire ça, que finalement, c'est pas forcément vrai, et en plus, on gagne l'audience autour. Et comment elle s'exprime, cette misogynie en cuisine? Alors en cuisine, vraiment, c'est vraiment tout le temps. J'ai eu la chance de côtoyer des grands restaurants grâce à Romain Médère et Alain Ducasse, et en fait, pas dans les grandes institutions, finalement. Mais la misogynie en cuisine, c'est plein de trucs, c'est des petites réflexions tout le temps, c'est des petites blagues, c'est tout le temps, quoi. Mais tout, même des comparaisons avec t'es chaude, avec quand il passe derrière, quand c'est machin. Tu vas passer à la casserole. Mais tout, voilà, on peut tout imaginer. D'accord, des blagues salaces. Voilà, ouais, tout. Et parfois c'est drôle. Parfois c'est vraiment drôle. Parfois il y a des choses qui me font rire, mais la limite est là où ça peut blesser en fait la personne. C'est-à-dire que quand on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas prêt à rire de ça ou que ça peut blesser, là c'est de la torture. Mais et puis évidemment, il faut pas que ça aille loin dans la blague. Mais parfois, moi, je fais des blagues, je sais pas comment dire, misogynes contre les hommes. Il y a une grande sensualité aussi dans la cuisine. Pour toi, quel est le comble de l'érotisme dans l'assiette? En fait, pour moi, tout est érotique dans une assiette. Ça m'est arrivé de vouloir tomber amoureuse d'un chef en mangeant son plat ou sans même le connaître ou d'avoir envie de tomber amoureuse ou quand on mange quelque chose qui est vraiment bon. La nourriture, c'est quand même un peu comme l'acte sexuel d'ailleurs, c'est quand même mettre en nous quelque chose qui fait du bien et qui nourrit. Donc en fait, la nourriture, c'est comme des orgasmes gratuits tout le temps, dès qu'on veut. Faut faire attention au plaisir facile, mais c'est un peu ça. Ça donne envie à t'entendre. Tu viens de donner la vie, Angèle, pour la première fois. Comment as-tu vécu la transformation de ton corps? Alors, encore une fois, comme à l'adolescence, j'étais excitée du changement. Évidemment, j'avais un peu des peurs quand même. Je me disais, mais comment je vais être? En plus, sachant que je suis très libre
avec tout et surtout avec l'alimentation, je me disais mais je vais devenir énorme parce que je vais me priver de rien. Et c'est ce qui s'est passé? Un peu. Qu'est-ce qui te faisait envie? Au début, en fait, comme j'avais des nausées, la seule chose qui me calmait, c'est marrant parce que c'est l'opposé de ce que je cuisine, c'était du gluten. J'avais besoin de manger du pain, des pains au chocolat. Enfin, pour moi, cette expérience de la grossesse et surtout de l'accouchement, parce que la grossesse, je tiens à le dire aussi, donc je ne doute pas que ce soit merveilleux pour beaucoup de femmes, mais il y a aussi tellement de choses vraiment pénibles dans la grossesse que c'est pas un enchantement, c'est pas vrai. En revanche, ce qui est rigolo, c'est que pour moi, ça a été plutôt l'accouchement, l'enchantement. Et alors que c'est le contraire, on nous dit ah, tu vas souffrir, attention, aïe aïe aïe, j'ai eu mal, ma mère, mon truc. En fait, pour moi, c'était un bonheur. Et j'ai accouché de façon naturelle et j'ai vraiment préparé la chose. Hein. C'était pas facile, mais j'ai adoré cette expérience. Tu as accouché chez toi? J'ai pas accouché chez moi, j'ai accouché dans une maison de naissance qui s'appelle Le Calme. C'est dans un hôpital, donc c'est dans les Bluets, mais c'est une maison de naissance, donc c'est comme un grand appartement. Avec des sages-femmes. Donc la sage-femme qui m'a accouchée, c'est elle qui m'a suivie pendant toute ma grossesse, Abiba, et qui a continué à venir chez moi après. Et c'était une vraie rencontre avec cette femme. C'était vraiment magique. Et donc elle m'a accompagnée de la plus belle façon qu'on puisse. On a rigolé, mais tout l'accouchement, parce qu'en fait, ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'entre chaque contraction, on n'a pas mal du tout. C'est du bonheur. On est shooté aux hormones, on est super bien. Et 5 heures après, j'étais chez moi, normal en fait. Le soir même, on était au resto. Comme ça s'est bien passé, j'ai pas eu de produits chimiques, ni le bébé, ni moi. On était très paisibles. Et surtout, ça m'a permis et c'est ce que je voulais en fait vraiment, de ressentir dans mon corps tout ce qui se passait. Parce qu'en fait, on parle de douleur, on ne peut pas vivre bien quelque chose quand on nous dit que ça va être atroce. Alors que, en fait, j'ai lu énormément de témoignages d'accouchement positif. Et ça, on oublie de nous le dire. On nous fait peur. Encore une fois, on nous enlève notre confiance en nous. Et donc, cette clé de confiance de femme, c'est tellement précieux. J'essaie pas là de mettre de la culpabilité aux femmes qui décident d'accoucher autrement ou qui n'ont pas eu des accouchements faciles, parce qu'évidemment, ça arrive. Hein. Absolument pas. Je pense encore une fois que la culpabilité devrait pas faire partie de nous et que chacun a son choix, fait son choix. Mais en tout cas, pour moi, vivre les choses et ressentir dans mon corps tout ce qui se passait, comprendre la descente, être en union totale avec mon bébé, c'était vraiment spécial. Et ça donne confiance en soi. Quand on est capable de faire un truc pareil, on a l'impression qu'en fait, on comprend pourquoi la femme se fait un rôle tellement amoindri, parce qu'en fait, on est tellement forte en vrai que évidemment, ça fait des jaloux. Et tu as prénommé ta fille Olympe, comme Olympe de Gouges. Bah oui, elle va peut-être faire une petite révolution. Enfin, elle fera ce qu'elle veut d'ailleurs. Quelle féminité as-tu envie de lui transmettre à ta fille? J'ai surtout, un petit peu comme ma mère, surtout pas une féminité d'apparence. Déjà, elle est jamais habillée, ni en rose, ni... D'ailleurs, personne ne sait si c'est un garçon ou une fille encore. Mais j'aimerais lui transmettre ce bonheur d'être une femme, en fait. Merci Angèle. Merci beaucoup, Dalila. Et merci de nous avoir écoutés. Savourez la cuisine d'Angèle Ferromact à la Guinguette d'Angèle à Paris et tous les dimanches au brunch bio et vegan de l'Alcazar. Tu as publié La Guinguette d'Angèle et Délicieusement Green aux éditions Marabout, ainsi que les repas de fête végétales avec Alain Ducasse, chez Alain Ducasse Éditions. Tu animes enfin une série documentaire sur la longévité pour France 5 et tu diffuses des vidéos de tes recettes sur ton site laguinguettedangèle.com. Je suis Dalila Kershouch et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast, iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, @Madame Figaro et sur Instagram, @MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Média. À bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, écoutez vos désirs.
Ce podcast nommé Désir vous a été présenté par Yves Saint Laurent Beauté, qui parle aux femmes. Ces femmes qui revendiquent tous leurs désirs. Celui d'être belle, celui d'être forte, d'être différente, extrême, subversive.